Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Nexus, le magazine le plus libre du monde. Et aujourd'hui, on va faire une émission géopolitique sans concession, comme d'habitude, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les médias traditionnels du monde. Et on aime bien avoir un regard un petit peu différent, un regard juste honnête, finalement. On ne fait pas de politique, mais on va parler de politique. Alors, que se passe-t-il au Congo ? Pourquoi y a-t-il autant de tabous entre la France et le Rwanda? Qu'est-ce que vient faire le Rwanda dans la question du Congo? Comprendre les Tutsis, les Hutus, les mouvements de population. On va reprendre tout à zéro parce que beaucoup de gens ne comprennent pas tout ce qu'il se passe. On parle aujourd'hui, Nexus est disponible en France, au Canada, partout dans le monde, mais en France, en tout cas, les gens ne s'intéressent pas beaucoup à cette question-là, où il y a probablement un holocauste qui est en cours et beaucoup de lanceurs d'alerte justement sur cette question-là. Pour en parler avec nous, aujourd'hui, je suis avec Raphaël Berland qui a proposé cette émission avec la chaîne citoyenne. Donc allez voir ce qu'ils font et remet Raphaël Berland qui est journaliste et chroniqueur régulier chez nous. Et alors, je ne sais pas pourquoi il vient de disparaître à l'image, Lazare l'a enlevé à la technique. Monsieur Patrick Mbeko qui est avec nous, qui est chercheur, politologue, écrivain, voilà, et qui est avec nous aujourd'hui depuis le Canada. Merci d'avoir accepté, monsieur. Au plaisir. Alors, pour commencer, comment... Ah voilà, et Olivier Mukuna est avec nous, journaliste. Est-ce qu'il nous entend, Olivier Mukuna? Oui, je vous entends. Ah parfait, on n'a pas d'image, alors enfin l'image est bloquée. Ouais, malheureusement, il y a un problème d'image, mais bon, je vous entends. Bon bah écoutez, très bien, du moment que le son passe. Olivier Mukuna qui est journaliste notamment pour le site Investigation de Michel Collomb, que les internautes connaissent peut-être. Voilà, donc merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. J'avais également convié Charles Nana, qui est également un grand spécialiste de la question et qui n'a pas pu venir ce soir malheureusement. Tout à fait, qui est bien connu, un grand spécialiste des Grands Lacs et qu'on aurait bien aimé avoir aujourd'hui, mais qui viendra, qui est embêté dans certaines affaires, puisqu'il sait justement, il a parlé honnêtement là-dessus, et la France essaie de bloquer beaucoup de savoir parfois sur ce qui s'est passé au Rwanda, où il n'y a pas juste le génocide rwandais de 94 qu'il faut connaître, mais la question est beaucoup plus large. Alors, Raphaël, comment, avant qu'on passe ton zapping pour voir ce qui a été dit dans les médias mainstream, quel est qu'est-ce qui est le plus important à savoir aujourd'hui sur les actions du M23 ? Alors le M23, c'est un groupe armé qui opère effectivement dans l'est du Congo. Ce n'est pas le seul groupe armé, il y a une foultitude malheureusement de groupes qui ont opéré pour des comptes divers et variés. Ce n'est pas uniquement le Rwanda et le Congo, malheureusement c'est plus complexe que ça. Il y a d'autres pays qui ont eu ou qui font encore de l'ingérence, comme l'Ouganda et comme l'Angola. Mais puisqu'on a la chance d'avoir deux spécialistes, vraiment très grands spécialistes du sujet, de la région des Grands Lacs, je propose que peut-être on reparte de l'infographie que tu as préparée et du zapping que j'ai préparé. On peut effectivement, je vous propose si vous voulez qu'on refasse un retour très rapide. Alors Monsieur Mbeko et Olivier Mukuna, si vous m'entendez, n'hésitez pas, Monsieur Mukuna avec qui il y a là. Vous nous entendez bien, Monsieur Mukuna? Il y a des petits problèmes d'image seulement. Oui, bonsoir, je vous entends parfaitement. Le problème, c'est que l'image est bloquée. En tout cas, elle ne fonctionne pas de manière diffuse. Du moment qu'on a le son, c'est ce qui nous va le mieux. Est-ce que tu veux envoyer la petite infographie rapidement, Lazare ? Alors, on va revenir. Je vous ai fait une petite infographie pour les lecteurs parce que la question est extrêmement complexe sur ce qu'il se passe au Congo. Alors, je vous propose de faire un petit récapitulatif et avec cette infographie que j'ai préparée. Et vous n'hésitez pas à me corriger, Monsieur Mukuna, Raphaël aussi et Monsieur Mbeko. Ça vous va ? Très bien. Alors, donc, le Congo, pour tous ceux pour le situer, c'est en plein milieu de l'Afrique avec le Rwanda là, qui est dans le cercle. Le Rwanda, c'est tout petit, c'est vraiment à l'est du Congo. On a le Ouganda au nord qui a joué un petit rôle dans les années 90 sur cette question. Le Rwanda, il y avait les Hutus et les Tutsis. Et donc justement, le mouvement M23, dont il est question au Congo en ce moment, fait partie, ou en tout cas est soutenu par le gouvernement Tutsi. Donc les Tutsis il y avait eu un premier mouvement de population, je crois dans les années 80, où les Hutus avaient fait pression sur les Tutsis au moment où... Alors on prend... il y a eu l'histoire du Rwanda est très large, donc on va l'apprendre à peu près dans les années 80. Les Hutus ont fait, en arrivant au pouvoir, les Hutus qui représentent 80% de la population rwandaise et les Tutsis à peu près 15%, les Hutus étaient arrivés au pouvoir et avaient envoyé certains Tutsis vers le nord, donc au Ouganda.
Ensuite, on connaît bien le génocide rwandais en 94, où les Hutus, justement, après l'assassinat de leur président, avaient justement fait pression pour éliminer beaucoup de Tutsis. Les Tutsis qui étaient revenus, notamment avec Paul Kagame, dont on va beaucoup parler, qui est au pouvoir depuis une trentaine d'années au Rwanda, et qui avait mené justement une sorte de front de libération au Rwanda. Les Hutus, donc, sont retirés du pouvoir et sont ensuite déplacés, dans l'ouest du Congo, où ils ont été chassés par les Tutsis qui, après le génocide, ont repris le pouvoir. Et aujourd'hui, il faut savoir que les Tutsis, donc voilà, alors ça c'est une zone à peu près approximative où les Hutus sont établis ou ont été enlevés, et les Tutsis ont continué des persécutions au Congo. Donc dans les années 90 et début 2000, les Tutsis ont continué à pourchasser les Hutus. Est-ce qu'on est bon pour l'instant? Est-ce qu'il y a des éléments à corriger, messieurs Mbeko et Mukuna? Il y a déjà des choses à n'hésitez peut-être pas à me préciser. couper. Oui, monsieur Mukuna. Je peux prendre la parole, sinon je la Ouais. laisse à Patrick volontiers. On vous entend assez. Est-ce que vous entendez bien dans le chat, monsieur Mukuna? Je sais pas si on peut monter son Moi, son, Lazare. Moi, je vous entends bien. Ah bon, bah parfait, allez-y. Alors, il y a quelques petites imprécisions, erreurs, et notamment, voilà, les Hutus génocidaires, qui sont forces armées génocidaires, qui sont partis au Congo, n'ont pas pris le pouvoir là-bas. Même, J'entends très mal, Olivier, moi. On entend très mal Olivier. Lazare, est-ce que tu peux faire quelque chose? Lazare, tu es au max. Alors, Olivier Mukuna, est-ce que vous pouvez vous reconnecter avec un autre téléphone ou ordinateur? Alors, en attendant, on va poser la question à Patrick, parce que c'est vrai que là, Monsieur c'était Mbeko. la présentation était avec des sources, on va dire, mainstream, et elle était assez schématique. On présente effectivement un camp comme celui des gentils et l'autre comme celui des méchants. Le camp de Kagame, c'est celui qui a été présenté comme celui des gentils. Est-ce que, Patrick, est-ce que tu peux préciser un petit peu, nuancer effectivement cette présentation, s'il te plaît? Oui, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que il faut comprendre que le Rwanda, avant l'indépendance, c'était une terre qui était une ancienne colonie allemande, qui est devenue une colonie belge par la suite, que la Belgique a récupérée après la défaite allemande, suite à la Première Guerre mondiale, et elle est devenue une sorte de colonie belge. Et dans cette colonie, le pouvoir était détenu par la minorité Tutsi, qui représentait près de 12%, 12 à 14% de la population. Les Hutus, c'était 15% de la population. Et il y a une minorité dont on ne parle pas beaucoup, les Twa. Donc 1 à 2% de la population. Et donc pendant toute cette époque, le pouvoir était détenu par la minorité et les Hutus étaient considérés comme les citoyens de seconde zone. C'était comme des esclaves. Maintenant, il est arrivé, au fur et à mesure qu'on s'approchait de l'indépendance, la puissance colonisatrice de l'époque, la Belgique, a décidé de basculer parce que la Belgique soutenait les Tutsis. Donc, c'était la stratégie du diviser pour mieux régner. Et quand la majorité a commencé à se soulever, la Belgique s'est rangée du côté de la majorité. Il y a eu ce qu'on a appelé la révolution sociale en 1959 qui va conduire en fait à la chute de la monarchie qui était au pouvoir pendant des siècles au Rwanda. Et donc, les monarchistes Tutsis vont se réfugier dans les pays voisins, pas seulement en Ouganda, mais au Zaïre, qui est aujourd'hui l'actuelle République démocratique du Congo, au Burundi, dans un certain nombre de pays. D'autres iront en exil jusqu'en Occident. Et donc, en 1962, le Rwanda devient indépendant, un président qui est Hutu. Et ce président reste au pouvoir jusqu'en 1973, lorsqu'il est renversé par un autre Hutu. Je donne ces détails-là parce que ça permet de comprendre ce qui se passe par la suite au Rwanda. Parce que ce n'est pas seulement une affaire de Hutu contre Tutsi, c'est beaucoup plus complexe que ça parce que les Hutus vont se faire la guerre entre eux, les Tutsis vont se faire la guerre entre eux. En réalité, la tragédie rwandaise est une tragédie qui implique les Rwandais dans leur ensemble. L'aspect ethnique va jouer, mais c'est d'abord l'aspect politico-militaire qui est le plus important, qui est le plus présent. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, c'est la raison pour laquelle je donne ces détails. Donc, vous avez en 1973 un coup d'État qui est mené par le général Habyarimana, qui est un Hutu du Nord. Quand le Rwanda accède à l'indépendance, le président Hutu est un Hutu du Sud.
Et donc, lorsqu'Habyarimana fait son coup d'État, les Hutus du Sud sont marginalisés et Habyarimana se rapproche des Tutsis de l'intérieur. Pourquoi je dis de l'intérieur? Ce sont ces Tutsis qui sont restés au Rwanda et qui ne sont pas allés en exil. Parce qu'après la révolution sociale en 1959, beaucoup sont allés en exil avec les monarchistes déchus. Et les monarchistes déchus vont tenter de regagner le pouvoir au Rwanda par la force des armes, mais ils vont échouer. Et donc, le pouvoir Hutu qui est en place sera consolidé jusqu'en 90, lorsque les descendants, les enfants des Tutsis déchus vont tenter de regagner le Rwanda par la force des armes. Et c'est dans cette optique qu'apparaît Paul Kagame. Le 1er octobre 1990, ils attaquent le Rwanda à partir de l'Ouganda. Et je dois aussi rappeler que Kagame est à l'époque, il appartenait à l'armée ougandaise parce qu'en Ouganda, ils vont intégrer le mouvement de Yoweri Museveni, qui était un combattant ougandais qui combattait le pouvoir qui était en place. Donc, les Tutsis réfugiés en Ouganda vont permettre à Yoweri Museveni de prendre le pouvoir en Ouganda. Et une fois au pouvoir, la plupart d'entre eux seront nommés dans des postes clés. Et à la suite de cela, l'Ouganda va les soutenir pour reconquérir leur pays d'origine, qui est le Rwanda. C'est dans cette optique-là que la guerre éclate au Rwanda le 1er octobre 1990. Et donc, la guerre va se poursuivre jusqu'au génocide qui va commencer le 6 avril 1994 à la suite de l'assassinat Hutu d'alors, Juvenal Habyarimana, celui-là même qui avait fait le coup d'État en 1973 contre le premier président démocratiquement élu de Rwanda, Grégoire Kayibanda. Et donc, vous avez cette optique-là, c'est dans cette optique-là, c'est le portrait global de la situation. Je ne veux pas aller dans les détails. Maintenant, quand on parle du génocide, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un génocide des Hutus contre les Tutsis, c'est beaucoup plus complexe. Les Hutus, quand Kagame commence sa guerre contre le Rwanda en 1990, il a comme alliés les Hutus du Sud dont le président avait été renversé en 1973. Et Habyarimana était soutenu, on ne le dit pas souvent, mais Habyarimana était soutenu par les Tutsis qui sont restés au Rwanda, les Tutsis de l'intérieur. Parce qu'il faut dire que pendant près de 30 ans, donc de 1973 aux années 90, le Rwanda a vécu dans une relative accalmie. Il n'y avait pas des problèmes ethniques, même s'il y avait des quotas ethniques, mais ça pouvait s'expliquer à l'époque. C'est une logique qu'on retrouve dans plusieurs pays africains. Ce n'est pas propre au Rwanda. Donc, la logique des quotas ethniques, on le retrouve même dans des pays comme le Cameroun. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème est qu'au Rwanda, sous Habyarimana, un président Hutu du Nord, les Tutsis vivaient bien avec les Hutus. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de mariages mixtes. Donc, quand vous entendez Hutu ou Tutsi, vous devez savoir que c'est un enfant qui a... Ça veut dire que cet enfant-là, son père est Hutu et Tutsi. Parce qu'au Rwanda, l'enfant prend l'ethnie du père. Et cela ne veut pas dire qu'il n'a pas le sang Tutsi parce qu'il peut naître de mère Tutsi ou Hutu. Je donne cet exemple-là. Pourquoi? Parce qu'on a une tendance à caricaturer. Un cas très spécifique, c'est celui de Corneille. Je ne sais pas si vous connaissez le chanteur Corneille. Bien sûr, en France, bien connu en France, Corneille. Exactement. Corneille, par exemple, est un exemple de ce que je vous explique. Son père était Tutsi, sa mère était Hutu. Mais ses parents, toute sa famille a été assassinée par les Tutsis venus d'Ouganda, les gens de Kagame. Et son père, qui était Tutsi, soutenait le président Habyarimana, qui est Hutu. Alors j'ai une question, Patrick. On présentait souvent donc la France comme presque à l'origine ou soutien du génocide tel qu'il a été raconté dans les médias occidentaux. Ce qu'on connaît moins, c'est l'implication des intérêts anglo-saxons via le Burundi, qui semble-t-il ont aidé Paul Kagame. Est-ce que je me trompe? Oui, parce que Paul Kagame a été... Là, maintenant, on rentre dans l'aspect géopolitique de la question avant d'arriver au Congo. C'est que Kagame, il faut savoir que Kagame, comme je l'ai dit, il était réfugié en Ouganda après la révolution sociale. En Ouganda, avec ses amis, avec ses frères Tutsis, ils vont intégrer des rébellions ougandaises qui combattaient le pouvoir en place en Ouganda. Une fois Museveni, c'était la rébellion de la NRA, la National Revolutionary Army de Museveni. Lorsque la NRA prend le pouvoir, il a en son sein beaucoup de Tutsis exilés en Ouganda qui ont combattu dans ses rangs. Et donc, beaucoup d'entre eux vont être propulsés dans des postes importants, y compris Kagame, qui va devenir le directeur adjoint des services de renseignement ougandais. Et c'est à ce moment-là qu'il est repéré par les services de renseignement britanniques et américains.
puisque les Britanniques, à ce moment-là, vont se rapprocher de l'Ouganda pour l'utiliser dans leur lutte, dans leur stratégie de déstabilisation du Soudan. Et donc, Kagame va devenir à ce moment-là un allié important des services secrets américains et britanniques. Et lorsqu'il décide de, oui, lorsqu'il décide de reconquérir le Rwanda, il a la bénédiction de ses patrons parce que juste après, pendant la guerre civile au Rwanda, Kagame a été envoyé aux États-Unis pour suivre une formation militaire à Fort Leavenworth aux États-Unis. Donc, il a été formé en partie par les Américains. Lorsque son compagnon d'armes, le fondateur du Front patriotique rwandais, son parti est tué au deuxième jour de la guerre, Kagame revient des États-Unis et c'est comme ça qu'il prend la tête du Front patriotique rwandais. Et c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on voit apparaître, juste pour répondre à sa question, on voit apparaître les Américains dans le sillage de Kagame. Mais ça va se faire de manière très discrète. Et petit à petit, les puissances anglo-saxonnes vont vraiment s'abriter derrière Kagame pour, elles, maintenant, redéfinir la carte géopolitique de la région des Grands Lacs parce qu'il ne faut pas oublier que le début des années 90 marque aussi, d'une part, la fin de la guerre froide, la dislocation de l'Union soviétique et l'effondrement du mur de Berlin. Alors, et donc, pour les États-Unis, il était temps de redéfinir la carte géopolitique de la région et Kagame va être un élément essentiel pour ça. Alors c'est très bien de prendre le temps justement sur ces sujets-là. Effectivement, on va faire un petit saut dans le temps parce qu'il y a un élément qu'on n'a pas pu aborder. On va essayer de faire un live d'une heure et quelques, mais j'aimerais que les gens puissent avoir, beaucoup de personnes n'ont pas beaucoup de temps pour regarder nos vidéos, donc j'aimerais qu'ils aient les éléments essentiels très tôt. C'est pour ça que j'ai fait aussi des raccourcis dans quand on fait de l'histoire comme ça. Si on veut pas faire 3 heures, c'est si on veut faire le Rwanda, oui, on doit prendre toute la journée pour en parler. Exactement. Donc on ne peut pas prendre 4 heures pour être complètement exhaustif, donc on est obligé de faire des raccourcis. Est-ce que tu peux remettre mon écran rapidement, parce qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé. Donc on s'était arrêté là dans mon infographie, de toute manière elle finit là cette infographie, mais cette zone elle est très importante. Là il y a Goma dans cette zone que vous voyez au nord-est, de cette zone est du Congo, et où en fait, donc, dont on parle, puisqu'en ce moment le M23 donc, qui est soutenu par les Tutsis justement, c'est pour ça qu'on parle du Rwanda. Rwandaise. Par l'armée rwandaise. Faut pas dire Tutsi. D'accord, ah oui, c'est ça que vous dites, pardon, oui, effectivement, pour être précis, par l'armée rwandaise de Paul Kagame. Et là, dans cette zone-là, on sait, les Nations Unies ont alerté dessus. Charles Onana, qu'on aurait aimé avoir ici, le spécialiste, en parle et est très embêté, notamment parce qu'il parle de cela, parce que la France, pourquoi la France a donné des milliards à Paul Kagame, a donné des milliards, et on ne sait pas où va cet argent. Mais en tout cas, Paul Kagame a créé depuis 20 ans là-dessus, sur cette zone, en allant traquer, entre guillemets, donc poétiquement dans sa communication, les Hutus, c'était ce qu'il disait, pour aller justement se protéger. Il envoyait des troupes dans l'est du Congo pour cette raison. Et au final, ce qu'on voit, c'est que derrière, il gère des mines de coltan, de cobalt, d'uranium, puisque le Congo d'or. De diamants aussi, hein, la liste est exhaustive. Le Congo est un des pays tellement riche en ressources. Il faut savoir qu'aucun Congolais n'a jamais profité de ces ressources. Et c'est une terre de déstabilisation politique, puisque les États-Unis ont reconnu la mainmise qu'ils avaient sur Mobutu avant, donc qui était là avant Tshisekedi. C'est comme ça qu'on prononce le président actuel congolais. Il y a eu Tshisekedi. Et effectivement, et en fait, Mobutu qui était soutenu par les Américains. Ensuite, il y a Paul Kagame qui est soutenu et qui vient embêter le pouvoir en place. Donc, le Congo est aujourd'hui la cible de mainmise qui ne sont pas de son pays. Et voilà, il faut bien comprendre que cette zone-là, énormément de mines sont installés par d'autres régimes que le régime congolais. Et c'est ça qui est notamment la source de l'Holocauste, selon ce qui est dit et selon ce que les lanceurs d'alerte aujourd'hui essaient d'exprimer. Ce que je propose, si vous êtes d'accord, c'est qu'à ce point de l'émission, on regarde tout simplement le zapping que j'ai préparé, qui fait 5 minutes et qui fera bien la transition justement du Rwanda au Congo, et qui parle justement, il y a des cartes avec les minerais qui apparaissent pendant ce zapping. Alors, sur ce que je viens de dire, monsieur Mbeko, juste avant qu'on envoie le zapping, un petit commentaire sur ce qui a été dit sur les mines. En fait, pour aller rapidement, c'est très simple. Kagame prend le pouvoir au Rwanda en 1994. Près de 2 millions de Rwandais Hutus se retrouvent à l'est du Congo, dans la région du Kivu, parce que Goma est le chef-lieu du Nord Kivu. Il y a le Nord et le Sud Kivu. 2 millions de réfugiés Hutus se retrouvent au Sud Kivu, donc à l'est du Congo. Parmi ces réfugiés, il y a des gens qui ont commis des massacres au Rwanda pendant le génocide. Et donc Kagame, au prétexte de sécuriser la frontière ouest de son pays, va attaquer le Congo. Mais très rapidement,
la guerre va révéler son véritable visage parce qu'au lieu et place de traquer les Hutus qui vont être massacrés, il y aura plus de 500 000 personnes massacrées, femmes et enfants. Kagame, son armée va se mettre à piller les ressources naturelles, mais son armée ne sera pas toute seule parce qu'on sait aujourd'hui que les Américains qui le soutenaient à ce moment-là et qui voulaient chasser la France de la région vont utiliser des satellites pour localiser les régions riches en ressources minérales et ce qui va permettre à l'armée de Kagame d'avancer dans ces zones-là, les prendre et les occuper. Et pendant la guerre, les Américains vont signer des contrats importants, les compagnies minières américaines et canadiennes vont signer des contrats avec des rebelles qui n'avaient pas encore pris le pouvoir au Rwanda. Et donc c'est Kagame qui va créer une rébellion de façade entre guillemets congolaise qui s'appelle l'AFDEL, qu'il va mettre de l'avant, qui va utiliser comme en fait avant-poste pour occuper le Congo et piller ses ressources naturelles. Et donc il y aura une guerre de 7 mois qui va mener à la chute du président Mobutu et à l'occupation du territoire congolais par les hommes de Kagame à l'Est. Une fois que le nouveau président congolais, Laurent Désiré Kabila, au pouvoir, qui a été placé par les Rwandais et les Américains, arrive au pouvoir, lui, il décide en fait de remercier ses parrains en disant « Vous ne pouvez pas occuper toutes les mines et piller toutes les ressources de mon pays. Je vous le demande, je vous remercie pour ce que vous avez fait. Vous m'avez aidé à prendre le pouvoir, vous pouvez partir. » Le Rwanda ne sera pas content et de ce mécontentement va naître la deuxième guerre du Congo. Et comme d'habitude, le Rwanda va créer une nouvelle rébellion, soi-disant congolaise, supposément congolaise, mais qui est en fait composée des Tutsis rwandais et des Tutsis qui ont vécu au Congo pour faire la guerre à la RDC et occuper une partie de l'Est congolais et piller les ressources naturelles. Et les rapports des Nations Unies, le premier qui va sortir en 2001, va lister près de 85 compagnies étrangères impliquées dans l'exploitation illicite de ressources naturelles, près de 85, avec des entités nord-américaines, européennes, africaines. C'était vraiment, on a appelé ça la Première Guerre mondiale africaine, parce qu'il y avait plus de 8 pays impliqués, mais aussi des firmes multinationales, y compris les États-Unis, qui aidaient Kagame dans cette entreprise macabre. Parce qu'à l'époque, il faut rappeler que le cours du coltan était très élevé et le Congo, c'est 70% du coltan mondial. Le coltan, c'est ce qu'on appelle colombo-tantalite, ce minerai stratégique dont on te sert pour fabriquer les téléphones portables, même dans l'industrie de l'armement. Romain, tu disais que les Congolais n'ont pas profité des ressources dont regorge leur pays. C'est même pire que ça, puisque finalement, ils en sont victimes à travers toutes ces prédations opérées par des pays voisins et par des entreprises principalement occidentales. Le coltan, effectivement, qui sert pour tous les outils électriques, pas que le téléphone, mais aussi les voitures électriques, les trottinettes électriques. Et même l'industrie militaire. Et donc, le M23 qu'on voit aujourd'hui, le M23 est le dernier né du Rwanda. Parce que le Rwanda a créé 4 rébellions à l'est du Congo. La première, c'est l'AFDEL en 96-97 pour renverser Mobutu. Et puis, il y a eu le RCD Goma, le Rassemblement congolais pour la démocratie, créé en 98 pour chasser Laurent Désiré Kabila, qui avait été mis au pouvoir 2 ans auparavant par les mêmes Rwandais. Puis après, on a créé le CNDP, toujours composé des Tutsis rwandais, mais qui se disent Tutsis congolais, en prenant quelques Tutsis qui ont vécu au Congo. Et du CNDP est né le M23 en 2011-2012, qui avait été vaincu, mais qui est revenu encore aujourd'hui avec le soutien du Rwanda et dans une certaine mesure de l'Ouganda, pour occuper une partie du territoire congolais et piller les ressources naturelles. On va montrer le zapping qu'a préparé Raphaël. Est-ce que Olivier Mukuna est revenu entre-temps ou pas, Lazare, notre invité journaliste? Il essaye de se connecter, mais il a des problèmes de connexion. C'est pas grave, on espère qu'il arrivera tout à l'heure. En attendant, je vais mettre le zapping de Raphaël. Et effectivement, dans le live, vous êtes plusieurs et c'est effectivement à parler des ressources minières, de la richesse du Congo en termes de richesse minière. C'est parti pour le zap. Si ça continue, Nord Kivu, Sud Kivu, voire autre chose, vous êtes prêts à porter la guerre au Rwanda? Écoutez, de toute évidence, toutes les hypothèses pour nous sont à table. Mais la première hypothèse pour nous, c'est de nous assurer d'abord que nous assurons la défense et l'intégrité de notre territoire, que nous protégeons nos populations et que, vous savez, l'option de la guerre est une option qui est envisagée. Nous y sommes déjà, d'ailleurs. Peut-être qu'il faut éviter d'aller dans des conflits de plus grande ampleur parce que ni les peuples rwandais ni le peuple congolais ne mérite la guerre, ils méritent d'échanger. Fin novembre 2022. La province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, est le théâtre d'un massacre. À Kichiché et Bambo, plus d'une centaine de civils sont tués selon les Nations Unies. Ce massacre, l'ONU et l'armée congolaise l'attribuent à une milice armée.
le M23. Un groupe né au début des années 2010, devenu l'un des plus actifs de la région. Attaques armées, enlèvements, violences sexuelles, les témoignages et les données obtenues par Le Monde éclairent comment des centaines de groupes armés, dont le M23, sèment la terreur dans l'est de la République démocratique du Congo. Les intérêts sont aussi économiques, car les montagnes du Nord Kivu regorgent d'or, d'étain et de coltan, ce matériau précieux utilisé notamment dans les téléphones portables. Le 27 janvier 2025, le groupe armé M23, soutenu par l'armée rwandaise, est entré dans Goma, une ville située ici, en République démocratique du Congo. Goma est la capitale de la province du Nord Kivu et compte environ 2 millions d'habitants. Le M23 est un groupe armé anti-gouvernemental qui combat l'armée congolaise dans la région depuis plus de 3 ans. Selon l'ONU, il serait soutenu par 3 000 à 4 000 soldats rwandais. Aux abords de l'aéroport, des rafales de coups de feu. Les combats font rage à Goma, où les hommes du M23 sont entrés dimanche. Ici, des détenus fuient la prison centrale après que le bâtiment a été incendié. Le groupe M23 assure s'être emparé de la ville. Mais selon Kinshasa, certains quartiers restent contrôlés par les FARDC. À quelques centaines de kilomètres de là, à Kinshasa, des ambassades sont dans le viseur des manifestants. Ce que le Rwanda est en train de faire, c'est une complicité avec la France, la Belgique, les États-Unis d'Amérique et d'autres. Alors, les Congolais sont fatigués. On doit mourir combien de fois? Kagame, trop c'est trop. Le peuple congolais va se fâcher. Il nous a provoqué la communauté internationale. La communauté internationale, vous êtes responsable. Vous voulez quoi? On demande au président de la République, quand nous avons rencontré M. Kagame, ce traître, ce génocidaire, cet inhumain, ne négociez pas, ne lâchez aucun territoire du Congo, ne laissez pas rentrer dans notre armée, dans notre politique. Trop c'est trop, ne commettons plus les mêmes erreurs du passé. Ne commettons plus les mêmes erreurs du passé. Le peuple congolais est derrière la nation, derrière son armée. On n'a pas le choix. Arrêtez les divisions. Arrêtez les divisions. On doit être unis contre nos ennemis. Ils sont beaucoup. Commençons par celui-là. C'est toi le Rwanda, c'est toi Paul Kagame. Le peuple rwandais ne veut pas la guerre avec le peuple congolais. Mais tu veux provoquer quelque chose, tu vas le subir. Tous les amis de nos ennemis, ce sont nos ennemis. Le peuple congolais, trop c'est trop. Le Conseil de sécurité doit imposer un embargo total sur les exportations de tous les minerais étiquetés comme rwandais, en particulier le coltan et l'or, afin de mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. La plus grave crise humanitaire se déroule loin des caméras. C'est bien plus grave, je pense, que ce qui se passe à Gaza ou en Ukraine, c'est au Congo. Monsieur le commissaire Sikela, je vous ai interrogé pendant vos auditions sur l'accord qui fait que l'Union européenne continue d'acheter des matériaux volés par le Rwanda, matériaux qu'il vole au Congo. Alors ma question est très simple. Jusqu'à quand on va continuer d'appliquer un accord dont on sait très bien que le bénéficiaire pille les minéraux chez son voisin, assassine, tue par le biais d'un mouvement extrémiste comme le M23, et l'Europe regarde ailleurs, achète ces minéraux. Voilà, maintenant l'agression est officiellement reconnue par Madame Kaja Kallas. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, c'est une vaste question. Patrick, est-ce qu'on peut dire clairement que le M23 c'est un proxy du Rwanda ? Oui, comme je l'ai dit avant le zapping, le Rwanda a créé des groupes armés que l'on présente comme des groupes armés congolais qui revendiqueraient des choses contre le gouvernement central, mais qui sont en réalité des entités pro-rwandaises, pour ne pas dire rwandaises, utilisées par le Rwanda pour continuer à déstabiliser le Congo. Et ça a toujours été comme ça. C'est une guerre par procuration. Sauf que là, avec le M23, on voit bien qu'on est passé de la guerre par procuration, une guerre directe, puisque c'est le Rwanda qui est impliqué. Et je dois rappeler aussi que le M23 est composé d'anciens éléments de l'armée rwandaise. Donc c'est important de le savoir. Ce ne sont pas des gens qui proviennent seulement du Congo. Dans le M23, il y a des gens qui ont appartenu aux forces de défense rwandaises et qui ont été démobilisés pour créer ce mouvement-là et continuer à déstabiliser le Congo. Alors où on se parle, est-ce qu'on peut dire que Goma est tombé aux mains du M23 ou est-ce que les forces... Oui, Goma est tombé
dans les mains du M23. Et d'ailleurs, d'après les informations que j'ai, plus de 10 000 soldats rwandais sont rentrés sur le territoire congolais à Goma pour faire la guerre, combattre aux côtés du M23. Plus de 10 000. Ouais. C'est énorme. Effectivement, là, c'est plus du tout un proxy, c'est carrément l'armée rwandaise qui est illégalement présente sur le sol congolais. Quel est le rôle des Occidentaux en fait finalement est-ce qu'ils sont pas un peu receleurs dans le sens où ils achètent des biens qui ont été volés? Ça a toujours été comme ça depuis le début de la guerre. Il faut rappeler qu'en 1998, lorsqu'éclate la Seconde Guerre du Congo, les Occidentaux sont à fond derrière le Rwanda et l'Ouganda. Et le premier rapport des Nations Unies que j'ai cité nomme près de 85 entités. Dans les 85 entités, près de 70 sont occidentales. Ah oui. Et ce rapport a été publié à la demande de la France. Pourquoi? Parce qu'on s'était rendu très rapidement compte que cette guerre n'avait rien à voir avec l'argument sécuritaire mis de l'avant par le Rwanda ou l'Ouganda. Et donc, quand les experts de l'ONU, mandatés par le Conseil de sécurité, sont arrivés dans la région, ils se sont aperçus que c'était une économie de guerre. Cette guerre, le Rwanda finançait sa guerre à travers les mines du Congo. Et ils ont même créé au ministère de la Défense du Rwanda une structure qui s'appelait le Congo Desk, le Bureau Congo, qui s'occupait du pillage des ressources naturelles de la RDC. Alors dans Zapping, on a entendu le député de droite ou d'extrême droite, ça dépend de l'appréciation des gens, de Thierry Mariani. Mais il y a également un député belge du PTBF, donc un parti de gauche, qui en a parlé. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de politiques qui en parlent bien de ce qui se passe là-bas. Et pareil pour les journalistes. Comment ça se fait qu'en France, notamment, il est très difficile de critiquer Paul Kagame? Parce qu'en France, dans mon dernier livre, Rwanda, malheur aux vaincus, je reviens sur... il y a le tout dernier chapitre, je le consacre à ce que j'ai appelé le réseau, le complexe FPRO-intellectuel. Le FPR, c'est le parti de Kagame, le Front patriotique rwandais. Et donc, je parle de complexe FPRO-intellectuel qui est composé d'universitaires, de politiques, des journalistes acquis à la cause du Rwanda. Et j'explique comment ces gens manipulent l'information, comment ils défendent les points de vue du Rwanda, parfois au détriment des intérêts de leur pays, la France. Je dois dire que la France est l'un des rares pays, la Belgique dans une certaine mesure, mais surtout la France, c'est vraiment le seul pays occidental où l'on retrouve un réseau très important de Kagame, un réseau qui travaille à défendre les intérêts du Rwanda au détriment des intérêts français. Et ce n'est pas pour rien que vous voyez souvent des tentatives de procès contre les militaires français qui étaient impliqués au Rwanda dans l'opération turquoise, alors que la France n'a rien fait. S'il y a un dossier dans lequel on peut dire que la France a bien agi, c'est celui-là, c'est celui du génocide où la France est le seul pays occidental, le seul membre du Conseil de sécurité à avoir voulu arrêter le carnage, alors que les États-Unis encourageaient cela. C'est ça qui est fou, c'est fou ce que vous êtes en train de dire, parce qu'en fait, on présente tout le temps la France comme le pays génocidaire au Rwanda, le pays occidental, alors que ce que tu es en train de dire, c'est que, en fait, non, la France a essayé d'arrêter ces massacres. Elle s'est comportée très mal. La France s'est comportée de manière responsable. Voilà. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ils ont de la difficulté à présenter des faits qui étayent les accusations visant la France. Je vois souvent un officier français, M. Ansel, qui aujourd'hui sillonne les médias, qui parle beaucoup de Gaza et de l'Ukraine sur les chaînes françaises, M. Guillaume Ansel, qui était dans l'armée française à l'époque, qui avait été déployé au Rwanda. Mais ce monsieur appartient au réseau de Kagame en France. Et c'est important de le savoir. Moi, je ne le dis pas pour le plaisir de le dire. J'ai interrogé dans le cadre de mon bouquin plusieurs universitaires français, des membres de l'ONG, des journalistes. Les gens ont tellement peur de ce réseau que certains ont décidé de parler sous le couvert de l'anonymat, d'autres ont donné leur identité, je les mentionne dans le livre. Donc la France est un pays où le réseau de Kagame est important et ça permet de comprendre un peu le positionnement des journalistes et des universitaires dans le dossier du Congo. Alors justement, c'est très intéressant ce que vous dites tous les deux, parce que Charles Onana, lui, va plutôt tenir un autre discours, mais encore une fois, toutes les sources sont intéressantes sur ce sujet, mais lui, il va plutôt dire il va plutôt demander des comptes. Pourquoi la France a donné autant de milliards et de millions, enfin, pourquoi tous ces pays ont donné des milliards au final au Rwanda de Paul Kagame,
pour que finalement le pays ne se développe pas tant que ça et reste un tout petit pays très pauvre. Et on se demande effectivement comment Paul Kagame a autant financé, le M23 a autant financé, à l'époque le président actuel du Congo. Donc effectivement, on peut parler de cette responsabilité. Vous dites que la France a toujours été responsable. Aujourd'hui, ils essaient aussi de bloquer l'information. Alors, quel est votre regard là-dessus? Non, il a dit le contraire. Il y a deux niveaux. Depuis tout à l'heure, donc Monsieur Mbeko dit que la France a été responsable. Non. A eu un comportement responsable. Responsable. A eu un comportement responsable. Je croyais qu'il était responsable des massacres. J'avais pas bien compris ce que tu disais. Non, je ne dis pas ça, Raphaël. Je dis, monsieur. Alors attendez, parce que ça, visiblement, ça n'a pas été clair. Monsieur Mbeko venait de dire que la France a eu un comportement responsable vis-à-vis du Congo. Beaucoup de détracteurs. Vis-à-vis du Rwanda pendant le génocide. Au moment du génocide. C'était avant que... d'accord, avant le génocide, oui, d'accord. Au moment du génocide, la France est l'un des rares pays à avoir agi de manière responsable en essayant d'arrêter les massacres. Mais aujourd'hui, parce que Charles est un ami, c'est un frère, on se connaît très bien, quand Charles Onana parle de la responsabilité de la France, on parle de la France d'Emmanuel Macron et aussi de la France de Nicolas Sarkozy. Parce que la position de la France dans le dossier du Rwanda a commencé à changer avec Nicolas Sarkozy, puis Emmanuel Macron. Et dans le livre que j'ai publié, je reviens très en détail sur tout ça. Comment la France est devenue d'ailleurs le terrain de jeu du Rwanda. Ça, c'est très clair. Et donc, quand nous parlons de la responsabilité française aujourd'hui, c'est de cette responsabilité-là. Cette responsabilité de s'asseoir sur la vérité des faits et même sur la justice. Parce que je dois rappeler qu'il y a eu une instruction judiciaire dans le dossier du Rwanda qui a impliqué le gouvernement rwandais en France. Et ça a été court-circuité par la justice française qui est très politisée. Voyez-vous? Et tout ça pourquoi? Parce que Sarkozy, à son époque, quand il arrive au pouvoir, Sarkozy, il nomme aux affaires étrangères M. Bernard Kouchner, qui est un ami de Kagame. Et Bernard Kouchner met en place une task force qui est composée de Mme Sylvie Pande, qui est une magistrate, de M. Cantini, qui va être l'ambassadeur de France au Rwanda, et de Mme Charlotte Montel. Ce sont les trois-là qui vont travailler à court-circuiter le dossier de l'attentat du 6 avril, donc l'attentat qui a coûté la vie au président Habyarimana et qui est l'élément déclencheur du génocide et qui a causé la mort de 3 membres d'équipage français. Il y a eu un dossier judiciaire en France qui impliquait des proches de Kagame et qui a mené à la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda de Kagame. Et donc, quand Sarkozy arrive au pouvoir, la mission que Bernard Kouchner confie aux personnes que j'ai citées était de faire sauter le dossier judiciaire. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a eu un non-lieu dans ce dossier. Et donc, la France de Sarkozy puis de Macron s'est rapprochée du Rwanda au détriment du Congo, au détriment des droits de l'homme et de la démocratie. Oui, depuis c'est Sarkozy. Cela que nous dénonçons. C'est depuis Sarkozy. Mais avant ça, la France avait une position très claire dans le dossier des Grands Lacs. Et je rappelle que c'est la France qui va demander à l'ONU d'enquêter sur le pillage des ressources naturelles en 2001. C'est la France. Parce qu'il faut comprendre que la France, à l'époque, est chassée de la région par les Américains qui soutiennent Kagame, alors que la France soutenait Habyarimana, le président Mobutu. C'est très intéressant, merci pour... Alors Raphaël, juste avant de prendre ta question, j'imagine que tu as d'autres questions pour Monsieur Mbeko. Juste dans le... Effectivement, ce que vous venez de dire là sur les présidents à l'époque, il faut rappeler qu'il y a des généraux de l'armée française dans les années 90 qui soutiennent Charles Onana justement dans ses propos où il est attaqué aujourd'hui. Les Belges aussi. Des généraux belges? Parce qu'en fait, il y avait une force de l'ONU qui était principalement belge, au Rwanda, je crois. Eh ben, justement, le commandement de Kigali était dirigé par le colonel Luc Marshall, qui est belge. Justement, vous répondrez tout à l'heure. Je vous donne la question maintenant, mais pour pas qu'on oublie dans le chat, là, vous donnez des bonnes... il y a eu un petit couac dans le chat, parce que les gens donnaient plus d'informations, mais juste échanger sur des propos qui étaient hors sujet. Vu que la thématique est dure, je m'excuse pour la modération qu'on a fait dans le chat. Nous, on ne censure personne dans le chat, mais on vous engage à pouvoir justement essayer de tenir des propos. Enfin voilà, c'est un magazine d'information. Essayez de donner de bonnes informations comme ce que vous faites depuis que je vous ai fait un petit commentaire. Il y a Jean-Louis qui nous dit: je pense que si les Congolais frappent les ambassades, ils ne sont pas bêtes, ils savent pourquoi. Jounan justement, Nounan qui nous demande si la France sera toujours du côté du Congo. Nikita qui demande elle si la Belgique justement a abandonné le Congo.
Je vous les donne en pagaille, vous essayerez d'y répondre au fur et à mesure. Comment ça s'appelle ? Et cette terre hexagonale qui a fait beaucoup de bons commentaires, qui nous dit c'est fini leur monopole, les gens sont éveillés maintenant partout dans le monde. Effectivement, c'est intéressant parce que là où il y a une certaine censure de certaines personnes, on voit que les Nations Unies en parlent, même quand il y a des intérêts, que ce soit français ou autres, derrière, il y a quand même le savoir arrive à passer grâce à YouTube aujourd'hui. On arrive à défier l'information traditionnelle. Alors quand même sur le Rwanda, et je vais me tourner vers Patrick, sur le Rwanda, il y a encore aujourd'hui une chape de plomb médiatique en France, notamment parce que Paul Kagame a ses entrées en France, mais surtout c'est un dictateur très dur. Au Rwanda, il y a beaucoup d'opposants qui ont été en prison, voire qui se sont fait assassiner, si je ne me trompe pas. Et donc en France, quelqu'un comme Charles Onana a été traîné en justice c'est Paul Kagame qui est derrière ce procès. Aujourd'hui, on traite de négationnistes des auteurs très sérieux comme Paul Kagame, comme Patrick Beko, excusez-moi, et comme Charles Onana, alors qu'au contraire, ce ne sont pas des négationnistes, ce sont des gens qui essaient de se rapprocher au plus près de la vérité dans un contexte où beaucoup de choses fausses ont été dites à l'époque. Ils épluchent tout le livre et ils vont essayer de trouver un passage qui, justement, pour ne pas attaquer Charles Onana quand il parle des mines que Paul Kagame a installées dans l'est du Zaïre, de la République de la RDC, tu as raison d'en parler, puisqu'ils vont trouver des petits passages détournés pour essayer de ne pas parler de la vraie question. Et Patrick, toi tu es au Canada, est-ce que tu souffres de la même manière que Charles, qui est notamment en France, ou quand même les relais de Kagame au Canada sont moindres? Ah non, les menaces, ça existe. Ça, il faut pas. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle des Grands Lacs, sans cibler Charles Onana, Patrick Beko, c'est devenu automatique. Mais au Canada, c'est quand même une autre mentalité. C'est une réalité qui est totalement différente. Et il faut en même temps dire que ce sont des sujets qui ne sont pas traités en profondeur ici. Par rapport à ce qu'il y a quand même cette relation-là entre la France et l'Afrique, et tout particulièrement avec le Rwanda, qui n'existe pas entre le Canada et le continent africain. Et bien, d'autre part, il faut dire quand même que le réseau de Kagame ici est aussi performant. C'est un réseau qui bouge. Il y a eu des gens qui ont été attaqués. Moi, personnellement, il y a des gens qui ont appelé des universités pour canceller mes conférences. Et puis, j'ai eu des menaces de mort, mais ce ne sont pas des choses que j'aborde en public pour des raisons que vous pouvez facilement comprendre. Mais je dois redire que la France, le réseau est beaucoup plus important en France. Et je l'explique d'ailleurs, je l'explique bien dans mon livre, comment le réseau a été mis en place en France et comment il fonctionne. C'est le livre, excusez-moi, je peux vous le montrer là, pas pour faire la pub, mais... Tu as préparé l'infographie, non, du livre De la stratégie du chaos? Non, celui-là. Rwanda, malheur aux vaincus. Donc, 30 ans de crimes, de manipulation, d'injustice couverts par l'Occident, justement. Et le livre a été préfacé par l'ancien ambassadeur de Belgique au Rwanda et au Congo. Donc, quelqu'un qui était là pendant le génocide et qui a vu bien de choses et qui était au Congo aussi. Donc, c'est pour dire que ce sont des réalités différentes, mais le réseau, lui, reste quand même très, 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 très efficace pour attaquer et faire taire. Et vous allez voir dans le procès de Charles, par exemple, qu'on n'attaque pas vraiment ce qu'il dit. On s'attarde sur des guillemets quand même. C'est un truc de fou. C'est ça. C'est fou. On dit pourquoi tu as mis des guillemets autour du mot génocide. Donc, c'est vraiment ça le procès, quoi. Mais l'objectif est simple, en fait. Il faut faire taire. C'est ça. Il faut faire en sorte que les gens ne parlent pas du sujet parce qu'il faut comprendre que la légitimité de Kagame à l'international repose sur le narratif officiel. Et en fait, comme on dit, n'attaquez pas le message, mais attaquez le messager, c'est leur technique à eux. Elle est malhonnête, mais elle fonctionne malheureusement auprès de certains. Alors, moi, je voudrais revenir parce que c'est tellement fou ce que vous dites. Et c'est vrai que ça surprend beaucoup parce qu'on a l'habitude que la France en Afrique se comporte mal. Mais je souligne que aussi bien Charles Onana que d'ailleurs que Olivier Mukuna ou que vous, ou que toi, Patrick, vous n'hésitez pas à critiquer la France dans bien d'autres dossiers. En Afrique. Moi, je l'ai critiqué dans le dossier de la Libye. J'ai écrit un livre sur la Libye, j'ai enquêté sur la Libye, j'ai critiqué la France, j'ai montré. Mais le problème, c'est que quand on fait ce travail-là, il ne faut pas être militant. Exactement. Il ne faut pas être militant. Il faut être capable de relever les faits, même qui nous dérangent. Il faut être ouvert à tout. Parfois, quand on enquête, nous nous retrouvons face à des informations auxquelles nous ne nous attendons pas. Notre rôle n'est pas de les barrer ou de les cacher. Il faut les mettre sur la table, il faut laisser le public se faire sa propre opinion. C'est ça qui est le plus important. Or, dans le dossier du Rwanda et dans un certain nombre de dossiers, il y a beaucoup de militantisme.
tant du côté des Occidentaux que des Africains. Parce que moi, j'ai toujours dit que quand on est dans une logique militante, parfois on perd de vue. Ce n'est pas mauvais d'être dans une logique militante. Mais encore faut-il avoir de la distance et surtout douter de soi-même. Parce que si vous ne doutez pas de vous-même, vous allez prendre pour argent comptant tout ce que vous croyez être vrai, alors que parfois on peut se tromper, ce qui est tout à fait normal et tout à fait humain. Voyez-vous? Oui. Or, dans ces dossiers-là, les gens sont très, très, très militants. Ils ont une vérité qu'ils veulent imposer. Moi, j'essaie de comprendre. Moi, dans tous mes bouquins, vous allez voir dans l'introduction, j'ai dit toujours que mon rôle n'est pas de vous dire ce que vous devez penser. Je ne crois pas avoir tout compris. Il faut avoir cette humilité-là quand on fait un travail de recherche. Parce que la science est appelée à évoluer, donc l'état des connaissances est appelé à évoluer. Et justement, alors on va reparler juste après du M23 pour reparler. Maintenant qu'on a fait beaucoup de contexte, on va essayer de reparler de l'actualité tout de suite. Du Congo qui est dans une très mauvaise situation. Mais donc pour finir une petite étape là-dessus, quand on voit les efforts qui sont faits par la France pour essayer de soit couper la parole à Charles Onana ou de ne pas parler de cela alors que les Nations Unies parlent des mines de coltan, aujourd'hui, est-ce que la France, selon vous, a vraiment une à quel degré la France a une responsabilité dans l'est du Congo aujourd'hui? Une responsabilité directe, je dirais non, indirecte, oui. Dans la mesure où la France soutient le Rwanda, c'est la France qui demande aujourd'hui à l'Union européenne de financer l'armée rwandaise qui aujourd'hui est déployée à Cabo Delgado, Mozambique, pour sécuriser les champs pétroliers de Total, quand même. Et cet argent, on le sait, est utilisé par l'armée rwandaise pour financer ces opérations au Congo aussi. Et donc, c'est dans ce sens que la France est critiquée. C'est pour ça que la voix de la France n'est pas écoutée. En fait, l'histoire de Macron, dans le même temps, il le fait aussi dans le dossier des Grands Lacs, où il discute avec Félix Tshisekedi, le président de la RDC, discute avec Kagame et renforce les relations diplomatiques avec le Rwanda. C'est ça tout le problème. Et donc, encore aujourd'hui, tout récemment, l'Union européenne a financé le Rwanda, l'armée rwandaise à hauteur de 20 ou 30 millions de dollars. Mais quand on fuit, on se rend compte que c'est la France qui a encouragé l'Union européenne à le faire. Parce que les Rwandais sont devenus aussi, et il faut le dire, les sous-traitants officiels d'une mondialisation sanguinaire en Afrique des Grands Lacs. Alors, comme je le disais, le Congo, ça fait longtemps, mais elle est actuellement dans une situation assez critique avec la prise de Goma. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi, qu'on appelle Fachi, est-ce que vous pensez que c'est l'homme de la situation? Non. Est-ce que vous pouvez développer? Il faut le dire en toute objectivité. Moi, en passant, je suis congolais d'origine, ça ne m'empêche pas de reconnaître qu'il y a beaucoup de failles, il y a beaucoup de problèmes du côté congolais. Et d'ailleurs, je suis beaucoup plus critique à l'égard du gouvernement congolais que du gouvernement rwandais. De mon point de vue, il appartient au gouvernement congolais de défendre les intérêts du Congo. Or, l'armée n'est pas bien financée, les gouvernants préfèrent détourner les deniers publics, les hauts gradés vont détourner les fonds destinés aux militaires. Par conséquent, on ne peut pas s'attendre à ce que les militaires soient performants au front. Il faut être honnête. Et il y a un vrai problème de gouvernance au Congo. Il y a aussi un vrai problème de corruption au niveau de la RDC qui affaiblit le pays de l'intérieur et qui fait que le Rwanda puisse avoir le dessus en utilisant le M23 sur le front militaire. C'est ça aussi la réalité. Donc, on peut critiquer le Rwanda pour ses actions déstabilisatrices à l'est du Congo, mais il faut en même temps, il ne faut pas perdre de vue la responsabilité des autorités congolaises dans ce qui arrive aujourd'hui à leur pays. Alors, revenons à la base. Alors, le M23, donc ça, plan de déstabilisation de l'Est du Congo. Que recherche vraiment? C'était une question en préparant cette émission que tu avais évoquée, Raphaël. Que cherche vraiment? Quels sont les vrais objectifs du M23, selon du Rwanda, on peut dire, de Paul Kagame. Le M23 n'a pas d'objectif. C'est Kagame qui utilise le M23. En fait, les objectifs du Rwanda sont simples. Aujourd'hui, c'est d'occuper une partie de l'Est congolais qui est riche en ressources naturelles pour, d'une part, exploiter les mines, les mines d'or, de coltan, tout ce qui existe dans le coin. Mais il y a un autre enjeu dont on ne parle pas beaucoup. C'est l'enjeu démographique. Le Rwanda est un petit pays avec une démographie galopante. Et Kagame a envie, en réalité, de balkaniser une partie de l'Est congolais pour le greffer au Rwanda, de sorte à en faire un déversoir pour le surplus de population qu'il a là-bas chez lui. Et c'est la raison pour laquelle on utilise le M23, au sein desquels on retrouve beaucoup de Tutsis rwandais, mais aussi des Tutsis ayant vécu au Congo. Je veux vous lire ici, parce que ça tombe bien, le dernier rapport des Nations Unies qui est sorti en janvier, là, au début de l'année. Les experts des Nations Unies disent ceci:
selon eux, hein, ils disent le véritable objectif du M23 reste l'expansion territoriale, l'occupation et l'exploitation à long terme des territoires conquis. Et au moment où on se parle, parce qu'on parle aujourd'hui de Goma, mais je dois rappeler qu'une bonne partie de l'est du Nord Kivu, donc où se trouve Goma, est déjà occupée par les gens du M23. Ils ont mis en place toute une administration et ils arrivent même à collecter de l'impôt, ce qui est très terrible, et à exploiter les ressources naturelles. Et des ressources naturelles qui profitent pas seulement au Rwanda, mais aussi à plusieurs pays occidentaux. Kagame, il y a quelques mois, a ironisé quand il a été critiqué de piller les ressources du Congo. Kagame a répondu aux Occidentaux en disant mais de toute façon, les ressources qui sortent du Congo ne s'arrêtent pas au Rwanda. Le Rwanda, dès qu'il y a un transit, ça va dans certains pays occidentaux et en Asie. Donc, ça vous donne une idée de la réalité prédatrice qui règne dans cette région-là, et tout particulièrement l'Est du Congo. Ça me rappelle la situation qu'il y avait en Côte d'Ivoire à l'époque de la chute de Laurent Gbagbo, quand il y avait une partie du nord de la Côte d'Ivoire qui était occupée par des rebelles, notamment qui venaient du Burkina Faso, et il y avait des pays autour, je crois que c'était le Burkina Faso, qui revendaient du cacao, alors qu'il n'y avait pas de plantation de cacao au Burkina Faso. Et en fait, le marché mondial fermait les yeux là-dessus. Hyper intéressant. Oui, mais d'ailleurs, parce que je vous ai parlé, quand vous lisez les rapports, les anciens rapports de l'ONU, on vous dit par exemple que la Banque mondiale savait que le Rwanda pillait l'Est du Congo, que les fonds déclarés, son économie en dépendait, mais les hauts dirigeants de la Banque mondiale ont occulté cette vérité. C'est dans les rapports des Nations Unies. Et même un des responsables de la Banque mondiale a dit cette histoire finira par se retourner contre nous, donc contre l'institution. Donc, ça vous donne une idée de la logique prédatrice qui règne dans cette région-là. Il y a un lien entre la guerre, l'exploitation des ressources naturelles et les velléités rwandaises d'occupation à long terme du territoire congolais. En fait, le Rwanda est devenu un État mercenaire. Je rappelle que l'Union européenne a signé un protocole d'accord sur les minerais critiques avec le Rwanda l'année dernière. Or, tout le monde sait que les minerais qui sortent du Rwanda, ou qui sont estampillés Made in Rwanda, proviennent de la RDC. Donc, l'Union européenne se fait complice de la politique prédatrice de Rwanda à l'est du Congo. En fait, c'est une chose qui profite à tout le monde. C'est la raison pour laquelle on ne condamne pas, on ne sanctionne pas le Rwanda. Donc ça, aujourd'hui, on sait que ce qui est exporté du Rwanda provient du Zaïre. Ça, vous dites oui, ça c'est officiel. C'est officiel. Si vous permettez, d'ailleurs, je vais vous citer avec grand plaisir. Oui, parce qu'il y a des rapports. C'est officiel. Allez-y, pendant que vous trouvez vos fiches, je lis quelques commentaires, parce que vous êtes beaucoup dans le chat. Écoutez, je vous cite ici un des rapports des Nations Unies. Comment les Rwandais opèrent à l'est du Congo. Il dit ceci, le rapport dit ceci. Les forces rwandaises investissent une zone précise pendant 2 jours, puis se retirent. Selon nos sources, ça ce sont les experts des Nations Unies qui parlent, ces attaques semblent coïncider avec la période d'extraction de la colombo-tantalite et sa mise à sac, en vue d'une évacuation par les Maïmaï et les groupes locaux. La colombo-tantalite, c'est le coltan. Une fois attaqués, les Maïmaï abandonnent leur minerai, qui est ensuite enlevé par des petits avions. Les soldats rwandais se retirent à nouveau et attendent des informations sur la prochaine livraison. Ça, c'est un détail. On continue. Ici, ils disent, par exemple, que l'activité de pillage de ressources naturelles est supervisée par le Bureau Congo. Les groupes d'experts disent que sa contribution aux dépenses militaires de l'armée rwandaise aurait été de l'ordre de 320 millions de dollars. On continue. Je vais vous donner un autre détail. Alors, pendant que vous lisez... Oui, ça, c'est les experts des Nations Unies. Si la sécurité et des raisons politiques ont été invoquées comme motivation première de la décision des dirigeants politiques d'entrer sur le territoire est de la République démocratique du Congo, tout indique que certains officiers de l'état-major avaient sans nul doute des desseins plus obscurs, à savoir des objectifs économiques et financiers. Ça, ce sont les experts des Nations Unies qui le disent. Là, je veux même vous donner le plus récent. Ça, c'est le rapport de Global Witness. Attendez, je vous ai parlé tantôt. Le Rwanda, LK qui nous dit le Rwanda sur la Banque tout mondiale. simplement... Ouais. Alors, sur la Banque mondiale. Il y a LK qui nous dit le Rwanda n'a tout simplement pas de coltan, c'est vérifiable. Oui, bah, effectivement, c'est ce que dit sur monsieur. Sur la Banque mondiale, voici ce que disent les experts de notre... Là, je ne vous donne pas mon point de vue, c'est l'ONU qui le dit. Non content d'encourager indirectement l'Ouganda et le Rwanda en défendant leur cause, la Banque mondiale a aussi donné l'impression
qu'elle les récompensait en proposant que ces deux pays bénéficient de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. L'ombre portée par la Banque mondiale sur le conflit en République démocratique du Congo est encore plus apparente sur le plan budgétaire. La balance des paiements de l'Ouganda et du Rwanda révèle une augmentation notable de leur endettement à long terme au titre de soutien au budget. Or, leur budget de la défense a augmenté en chiffres absolus, ce qui leur a permis de continuer à faire la guerre. La question se pose donc de savoir si la Banque mondiale a pour politique, lorsqu'elle traite avec ses clients, de faire comme si les questions sensibles ou non de gouvernance au sens large du terme n'existent pas. Ça, ce sont les experts des Nations Unies. On peut continuer comme ça. Il y a sur le rapport de Global Witness, c'est le plus intéressant, c'est le tout dernier. Il est là. C'est le rapport du Global Witness. Tiens, mets-le à l'écran, Lazare. Alors, non, attends, je vais vous mettre là. Là, ouais. Vous voyez, il y a même la carte. Un poil plus haut, ouais, super. Voilà. Donc, là, Global Witness dit ceci. Ça, c'est dans votre ouvrage qu'on a vu tout à l'heure. Hein, oui, ça, c'est dans mon livre. Oui, ok, super. Comme ça, les gens pourront aller voir les sources directement. Exactement. Ça, c'est Global Witness qui dit ici, pardon, ils disent que, comme les rapports de l'ONU et d'autres ne cessent de le signaler, le Rwanda profite depuis longtemps de la contrebande des minerais en provenance de la RDC. Ça, c'est Global Witness qui dit. Et ils affirment que près de 90% des minerais provenant du STMPM du Rwanda ont été introduits légalement à partir de la RDC. Ça, c'est Global Witness qui le dit. Je peux vous donner le titre du rapport. Le rapport s'appelle « La laverie ITSCI, enquête sur un programme de diligence raisonnable apparemment impliqué dans le blanchiment des minerais de conflit ». C'est avril 2022. Avant qu'on prenne les questions du chat. Ah oui, alors, bon, vas-y, on peut les prendre après. Une dernière question, puis après on va prendre pour la fin de l'émission les questions du chat. Oui, parce qu'il y a beaucoup de bonnes réactions, à la limite, même si on n'aura pas le temps de toutes les traiter, je voulais les lire comme ça, mais si tu préfères. Tu as des remarques Oui, il y a beaucoup de remarques dans ce que vous dites. No Comment qui nous dit ouais, c'est des guerres ethniques, les frontières ont été faites n'importe comment. Il faut rappeler effectivement que si on va dans l'histoire, il y a aussi tout ce découpage de l'Afrique. On peut revenir jusque-là pour les enjeux géopolitiques. Les 7 terres hexagonales, non, qui me répond à 7 terres hexagonales encore. No Comment qui dit c'est pire, avant il y avait un échange, les Français travaillaient avec les Indochinois par exemple, maintenant c'est du pillage. Je suis pas exactement sûr pour l'Indochine, mais en tout cas le commentaire est intéressant à poursuivre. Vitali qui nous dit merci de parler de ce sujet, c'est avec grand plaisir. Cette terre qui vous disait tout à l'heure, bravo de ne pas prendre un angle militant, effectivement, de pouvoir garder ce sujet avec beaucoup de recul. Max Gaming Score qui nous dit sinon à part ça, quand est-ce qu'ils arrêtent l'esclavage au Congo, parce que là la France n'y est pour rien. Depuis tout à l'heure on montre un petit peu, pas forcément l'inverse, mais on montre comment indirectement la France a pu vraiment avoir a pu jouer un rôle justement dans ce qui se passe dans l'est du Congo. Je prendrai les autres questions après. Tiens, Stéphane qui nous dit Manu n'est pas responsable tout de même, il le dit plusieurs fois. Je vais prendre ta question, Jackson Sean qui nous pose une question très intéressante, on finira là-dessus tout à l'heure, sur l'armée du Congo. Mais Stéphane qui est effectivement... c'était ça. Justement, je voulais parler de l'armée du Congo, mais juste pour répondre, c'est... attends, du coup, je finis juste là-dessus et puis je te donne ça. Si vous permettez, vous permettez, il y a une citation que je trouve très intéressante qui permet vraiment de comprendre ce qui arrive, la posture des Occidentaux à l'égard du Rwanda dans ce dossier. Alors attends, regarde, avant de répondre, monsieur Mbeko, Stéphane qui nous disait ça, Manu n'est pas responsable, donc en parlant d'Emmanuel Macron, n'est pas responsable de tout de même. Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'inscrit dans cette continuité, c'est-à-dire qu'il a continué à faire de la communication pour Paul Kagame, de parler du génocide rwandais, et notamment de continuer le soutien au Rwanda. Donc ça n'est pas lui qui a initié, évidemment, Emmanuel Macron. C'était Sarkozy, notamment. Donc voilà. Oui, alors monsieur Mbeko, votre citation, pardon. Oui, c'est Alain Bishkov, c'est un Américain. C'est un consultant américain qui dit ceci. La solution envisagée par les Occidentaux revient à confier au Rwanda le leadership économique de la région des Grands Lacs au détriment du Congo producteur de richesses. Et lorsque Sarkozy s'est rendu en RDC en 2009, il a proposé à la RDC de partager ses richesses avec le Rwanda, pays pauvre et mal structuré par la nature. Ça, c'est Sarkozy qui le dit. Cette affaire avait d'ailleurs provoqué des réactions violentes en RDC. Et même, je me rappelle, le journal Le Monde ou Courrier International avait titré « Sarkozy propose de démembrer le Congo ». Donc, ça vous donne une idée de ce qui se passe. Le Rwanda agit comme État mercenaire, sous-traitant d'une certaine mondialisation brutale. Et donc, les ressources naturelles sont au cœur de la guerre du M23, donc du Rwanda. Mais ce sont des ressources naturelles qui ne s'arrêtent pas au Rwanda. Ils se retrouvent en Occident. Et d'ailleurs, je crois que c'est un Français qui s'appelle...
C'est un Français qui était dans l'équipe des Nations Unies en 2009, qui a écrit un livre intéressant, Minerai de sang. Il s'appelle Christophe Boltanski, je crois. Boltanski, Christophe, il était, je crois, au Nouvel Observateur. Il dit quelque chose d'important dans son livre. Il dit ceci, il dit la réalité est que dans cette guerre-là, tout le monde sait que les minerais qui proviennent du Rwanda viennent du Congo. Qui sortent du Rwanda proviennent du Congo. Mais on fait semblant de ne pas le savoir parce qu'au final, ça profite à tout le monde. Et le même journaliste français de relever qu'il lui est arrivé, lui, de présenter devant le comité des sanctions des Nations Unies les résultats de son enquête de terrain, et on lui a demandé de ne pas écrire tout ce qu'il avait constaté. On lui a demandé de faire juste une présentation orale, mais non écrite pour ne pas laisser de traces. Il l'explique très clairement. Donc, c'est un système de prédation qui profite aussi bien au Rwanda qu'aux pays occidentaux qui laissent faire pour des raisons qui sont faciles à comprendre. Alors, par rapport aux commentaires qui disaient qui parlaient des ethnies, Ouais. alors il y a forcément une composante ethnique, mais elle est plus utilisée pour des intérêts. C'est pas vraiment un conflit entre ethnies au sens strict du terme. Les ethnies sont éventuellement manipulées pour aller dans tel ou tel groupe armé, mais c'est pas des ethnies qui se détestent. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est comme le Rwanda. Au Rwanda, quand on parle de Hutu-Tutsi, c'est réduire ce conflit, le conflit politico-militaire. C'est un conflit pour la conquête ou la conservation du pouvoir. C'est de la communication. Ne voulaient pas Pardon ? C'est de la communication. C'est du storytelling. Politique. C'est du storytelling. Oui, c'est de la communication politique. L'ethnie n'a jamais été au cœur de la plupart des conflits. Généralement, on instrumentalise l'ethnie. Parce que si vous prenez un gars comme Kagame, dans son parti, le président était Hutu. Lui est Tutsi. Voyez-vous, aujourd'hui, les adversaires les plus résolus de Kagame, ce sont des Tutsis qui ont rompu avec lui. Ils sont en rupture de bon avec le pouvoir qui est en place. Donc, le problème, c'est qu'on a tendance à caricaturer les conflits en Afrique. C'est vrai qu'il y a eu des divisions. C'est vrai. En fait, il y a eu des divisions partout, y compris en Europe. Alors, attendez. Des choses très claires. Oui, on n'a plus beaucoup de temps et j'aimerais qu'on prenne les questions dans le chat. Alors, vas-y, Raphaël, juste avant. Oui, ma question, c'était par rapport au fait qu'au recul continu en ce moment de l'armée congolaise par rapport à l'armée rwandaise. Est-ce que les troupes congolaises seraient motivées si elles étaient correctement payées, correctement armées ? Parce qu'il semble que côté rwandais, les soldats sont correctement payés et correctement armés. Alors là, tu réponds justement, ta question est intéressante parce qu'elle va avec la question de Jackson Sean qui demande « Il y a 100 millions d'habitants au Congo, pourquoi le gouvernement n'est-il pas capable de créer la plus grande armée d'Afrique ?» Donc ça va avec ce que tu dis. Il y a 10 fois plus de soldats congolais, je crois, que de soldats rwandais, il me semble. Ah oui. Au moins 10 ou 15. J'ai parlé de problème de gouvernance. Il y a beaucoup de corruption en RDC. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'aimerais bien critiquer le Rwanda, mais il faut avoir l'honnêteté de reconnaître aussi la responsabilité des élites, des dirigeants congolais dans ce qui arrive à leur pays. Donc, la question de l'armée n'est qu'une question parmi tant d'autres. Comment voulez-vous que des militaires qui reçoivent 50 à 80 $ par mois aillent sacrifier leur vie pour des politiciens qui préfèrent payer 5 000 $ par mois à des mercenaires étrangers et qui ne foutent rien du tout? Ça, c'est la réalité du front. Et donc, moi, je veux bien dire que oui, tout est de la faute de Kagame, mais ce serait malhonnête de le faire. Combien gagne un député congolais, combien gagne un soldat? 31 000 $ par mois. Pour un député, 31 000 $ par mois au Congo. Donc un député congolais gagne beaucoup plus qu'un député français. Attendez. C'est fou. Un député congolais gagne 31 000 $ par mois. Oui. Par mois. Alors qu'un soldat ne gagne que 80 $. Oui, alors qu'un soldat. Il y a des problèmes de micro chez toi, Patrick? Chez moi? Oui, un petit problème de connexion. Juste à l'instant, là, ça fait deux. Et en gros, 80... C'est bon? Oui. C'est bon? 80 $ et encore, c'est quand il touche sa somme. Et encore, voyez-vous, comment voulez-vous qu'une armée comme ça soit capable de relever ce genre de défi que lui pose un groupe terroriste comme le M23? Et ma dernière question. Et je ne vous parle même pas de frais de fonctionnement de la présidence ou de la primature, qui se chiffrent en millions de dollars pour un pays pauvre comme la RDC. Voyez-vous, donc il y a un problème à régler au niveau interne. Est-ce que le Congo RDC, le Congo Kinshasa, a déjà été, on peut dire, souverain depuis son indépendance? Est-ce que sous Mobutu, sous Kabila, père ou fils, est-ce que ça a été, ou même sous Fachi, est-ce que en fait le pays, on peut dire qu'il a été réellement souverain, ou à comme un moment de son histoire, pour l'instant, on peut dire qu'il l'a été pleinement? En réalité, le pays, sur le plan pratique, le pays
depuis 60, le pays est souverain. Le problème, ce sont les politiques de ses dirigeants. C'est la vision des dirigeants. Vous avez le même problème aujourd'hui en Europe où certaines personnes reprochent aux dirigeants cet alignement sur l'Union européenne qui devient très problématique pour les populations, même pour les politiques publiques. Donc, nous, au niveau de l'Afrique, c'est la même chose. Mobutu était au pouvoir, il manipulait les Occidentaux, les Américains même. Voyez-vous, Kabila a dit non aux Américains. Le père, il a été assassiné, le fils est arrivé. Mais je rappelle que quand il y a eu des problèmes avec les Occidentaux, il se rapprochait des Russes et des Chinois. C'était des décisions souveraines. Le problème aujourd'hui, c'est l'absence totale de vision et de clairvoyance au sommet de l'État. Et quand vous avez cette absence de clairvoyance ou de vision, ça donne l'impression que le pays n'est pas souverain, mais l'absence de souveraineté est aussi due à des décisions qui sont prises au sommet de l'État au niveau politique. Votre discours, ton discours, excuse-moi, est très proche de celui de Kémy Séba, qui, bien qu'il critique les ingérences françaises et occidentales, il est surtout remonté contre les élites corrompues de certains pays d'Afrique. Oui, mais moi je le dis, il faut avoir ce type de discours. Il faut se responsabiliser. Il ne faut pas se déresponsabiliser en disant tout simplement que c'est la faute des autres. Ce n'est pas sérieux. Si vous prenez le cas de la RDC, moi je suis originaire de la RDC. Mais si je ferme les yeux, si je fais la politique d'autruche par rapport à tout ce qui se passe, on ne réglera rien du tout. Il faut être capable de regarder ce qui se passe à l'intérieur, les problèmes qu'il y a au niveau interne, avant de reprocher à l'extérieur ce qui arrive. Parce que l'extérieur profite des failles qui proviennent de l'intérieur. Et il faut un changement. Moi, j'ai dit, comment peut-on payer à un député qui ne fout rien du tout, près de 30 000 $ américains, et donner à un militaire qui est déployé au front exactement. Donner à un militaire déployé au front 50 à 80 $. C'est pas sérieux. On n'a pas besoin de faire un dessin à un dirigeant pour dire qu'une telle façon de faire va mener à la désintégration de l'armée ou en tout cas va rendre l'armée inefficace. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est très intéressant. Moi, je suis totalement d'accord avec Kémy Séba et tous ceux qui pensent qu'il faut, de mon point de vue, il faut un travail d'introspection au niveau de la RDC. C'est-à-dire qu'avant de faire la leçon au Rwanda, nous sommes obligés de regarder les failles qui sont devant l'intérieur. Et c'est très intéressant ça, parce que Kémy Séba, comme vous le faites là maintenant, critique autant l'oligarchie, on va dire les inégalités, critique autant les inégalités dans le monde que celles dans leur propre pays, lui au Bénin par exemple, où là on parle du Congo. C'est-à-dire que l'oligarchie, c'est pareil, ça c'est une forme de petite oligarchie au Congo qui est abominable. Je ne savais pas qu'il y avait de telles inégalités là-dessus. Pour ceux qui ne savent pas, c'est par exemple un député français, c'est 7 000 € pour vous choquer davantage. Je vais vous choquer davantage. Vous savez, je vais vous choquer davantage. Nous avons des scandales hors normes en RDC. Un ministre vient de détourner près de 400 millions $. 400 millions $. Il y a notre réalisateur qui vient de faire ouf. Non, mais je suis sérieux. Dans une affaire de lampadaire. En RDC, on dilapide les deniers publics. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Bon. C'est très facile de dire que c'est la faute des autres, mais nous sommes quand même capables de nous regarder dans le miroir. On dilapide des centaines de millions $, pour un pays pauvre. Quand je dis pays pauvre, sur le plan économique, pas au niveau des richesses, pas de ses potentialités. Et là, c'est ce qui est très intéressant, c'est que dans le débat, justement, quand c'est très bien que justement on puisse parler de ce qui est mal fait des deux côtés, que ce soit du Rwanda, du Congo, des ingérences européennes, américano-européennes. Mais justement, dans le débat, parfois, certaines personnes, on peut voir sur les réseaux, on peut échanger avec des personnes qui vont dire vous voyez, il y a de la corruption aussi là-bas, donc ça ne sert à rien d'en parler. Non, ça n'est pas vrai. C'est pas ce qui est dit dans le chat du tout là, mais je préfère anticiper ce qu'il y a sur les réseaux, parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est de ne pas oublier, même s'il y a cette corruption-là, de ne pas oublier l'Holocauste qu'il y a en cours. Selon Charles Onana, on en est à 10 millions de personnes dans l'est du Zaïre, de la RDC, ce génocide qui est évalué en ce moment. Il faut pas chercher une réponse, une explication monocausale à ce genre de problème. Ça, c'est clair. Exactement. Et comme dit Gagna, alors je voulais le citer en fin d'émission, mais elle a fait une phrase magnifique qu'on dit souvent nous à Nexus, parce on s'imagine comme un magazine de la population pour le peuple, vraiment autre que pour justement les oligarchies, qu'elles soient françaises, congolaises, rwandaises, ce que vous voulez. Gagna qui nous disait j'aimerais bien quand on parle du Rwanda et du Congo en tant que pays, qu'on se rappelle que le peuple n'a rien demandé et que tout ceci ne parle que de politique et d'intérêt pipeau politique. Et effectivement, c'est vraiment le cœur de ce qu'on veut faire ici. Alors,
On a répondu à Jackson Sean sur, du coup, sa question était très pertinente sur l'armée d'Afrique. NM, j'aimerais bien qu'on revienne tout à l'heure sur l'influence aujourd'hui de la Belgique. C'était la question de tout à l'heure. On peut la prendre tout. J'ai oublié qui l'a posé, mais qui nous demandait quel est le poids de la Belgique aujourd'hui sur le Congo. Est-ce qu'on peut faire 1 minute dessus, tous les deux? Il n'y a pas de... Aujourd'hui, il y a tellement d'acteurs en Afrique, et tout particulièrement en RDC, qui est convoité de partout. Ah oui. Mais en réalité, la Belgique ne pèse pas vraiment. Aujourd'hui, vous avez les États-Unis qui pèsent, la Chine quand même, oui, qui ont des intérêts importants, la Chine surtout, mais l'Europe, pas vraiment. Sincèrement, l'Europe ne pèse pas vraiment. Mais il y a des liens très importants entre la Belgique et la RDC, mais le poids politique de la Belgique sur la RDC, ça c'est une ancienne histoire. Puisque donc, il faut rappeler, on parle de cela pour justement, là, il faut regarder l'histoire pour comprendre le monde actuellement. Et effectivement, la Belgique avait la main mise au moment du découpage de l'Afrique par les puissances européennes. Exactement. Sur le Congo. C'était le roi Léopold II, si je ne me trompe pas. À l'époque. Oui, et pour comprendre la place du Congo, parce que c'est très important de le dire, quand on découpe l'Afrique, il faut comprendre que le bassin du Congo occupe une place très importante. Et d'ailleurs, le Congo a toujours été considéré, depuis 1885, comme une zone d'exploitation commune pour toutes les grandes puissances. C'était une zone internationale, dans l'entendement de ceux qui ont découpé l'Afrique. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que quand il y a un problème au Congo, vous avez toutes les grandes puissances qui sont impliquées, qui essaient d'avoir un droit de regard sur tout ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle, en 60, pendant l'indépendance, il y a eu la crise qui va mener à l'assassinat du Premier ministre Patrice Lumumba et qui va provoquer des tensions énormes au Conseil de sécurité. Ça a toujours été comme ça, l'histoire du Congo, en raison de son importance géostratégique et tout ça. Donc voilà. Comme toujours dans le chat, vous posez vraiment beaucoup de questions. Super, j'aimerais bien qu'on les fasse toutes passer, mais on n'aura pas le temps. On va bientôt terminer cette émission. Juste avant, NM qui nous a posé la question tout à l'heure. Pourquoi, je vous la pose à tous les deux, pourquoi le Congo a eu l'embargo des armes? Est-ce que, alors je sais même plus quel embargo. C'est à cause de la guerre des années 90. Il y a eu un embargo, mais par la suite, l'embargo a été levé. Il y avait en fait un régime de contrôle. Donc le Congo était obligé de dire tout ce qu'il achetait comme armes à l'étranger. C'est tout. Il y a un régime de contrôle, mais il n'y a plus d'embargo. Merci à vous deux d'avoir pris le temps. Raphaël, tu voulais évoquer un dernier point ou non, mais peut-être qu'au niveau français ou européen, il y aura un Rwanda Gate comme il y a eu un Qatar Gate, parce qu'il y a sans doute des malversations dont ont profité des diverses politiques, personnels politiques. Le Qatar Gate, par exemple, c'était quand certains députés européens, notamment, avaient touché de l'argent de Qatari pour étouffer certaines affaires. Effectivement, ce serait intéressant de voir Rwanda Gate, c'est très très juste. Par contre, ce que je souhaiterais, si c'était possible, c'est de faire un peu de promotion pour les invités, c'est-à-dire repréciser qu'Olivier Moukina, même s'il n'a pas pu être avec nous, donc on pourra refaire une émission avec Monsieur Moukina. Voilà, Olivier a publié un ou deux interviews récemment un ou deux articles sur investigation, sur ce qui se passe actuellement donc, à Goma et au Congo. On pourrait préciser donc, le livre de Charles Nana, il y en a eu plusieurs. Si on peut les mettre à l'écran, Lazare qui me regarde pas du tout, là, je lui fais des signes, mais à la réa, je rigole, Lazare. Voilà, Holocauste au Congo. Il en peut plus, là, 1h30. Holocauste au Congo, ça c'était un livre de Charles Nana, justement, qu'il avait sorti en 2023, de mémoire sur tout ce qui se passe dans l'est du Zaïre. J'arrête pas de dire c'est, pardon. Et le livre Stratégie de mensonge. Ça, c'est de notre invité du jour, Patrick Mbeko. C'est ton dernier ouvrage, si je ne me trompe pas, ou celui-ci? Non, le dernier, c'est celui-là. C'est lui que je vous ai montré. D'accord, sur le Rwanda. Okay. Remets-le en grand écran pour monsieur Mbeko. Rwanda malheureux vaincu. Yes. Aux éditions du Boiris. Tant qu'il y a un petit peu de monde encore sur la chaîne, d'ailleurs, on est en partenariat avec ta chaîne, la chaîne citoyenne. C'est bien ça, sur YouTube, on peut te suivre? Exactement, puisque le Cercle des Volontaires a été malheureusement complètement shadowbanné et a été très, très, très calomnié. Je lance un nouveau média depuis quelques mois qui s'appelle La Chaîne Citoyenne. Donc j'invite tous les internautes qui le souhaitent et qui ont envie de s'abonner sur cette nouvelle chaîne YouTube. Il y a également un site internet. On a fait quelques émissions pour l'instant sur les saints et sur la situation au Proche-Orient. Donc voilà, cette émission sera également sur La Chaîne Citoyenne.
Et très bien, et soutenez les journalistes comme Raphaël qui font un vrai travail, parce que les journalistes alternatifs, on s'expose aussi énormément, donc n'hésitez pas vraiment à aller donner de la force aux projets que font les personnes comme Raphaël Berland, avec qui c'est un plaisir de travailler, de regarder, justement d'avoir un discours sans concession sur des sujets pareils où on n'a pas quelqu'un qui vient nous dire non, il faut pas dire ci ou ça. C'est vrai que Patrick Mbeko, j'avais eu la chance de t'interviewer quand tu étais de passage à Paris. C'était il y a presque une dizaine d'années, je crois, à propos de ton livre qui était plus centré sur le Canada, sur le rôle du Canada dans la prédation des ressources dans la région des Grands Lacs. Est-ce que tu peux nous parler également du prochain ouvrage, si c'est pas secret? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est sur la géopolitique mondiale, sur les événements actuels. J'essaie de revenir un peu sur la construction du nouvel ordre mondial de 1945 à ce jour. Parce qu'il y a un nouvel ordre mondial qui voit le jour maintenant et qui remplace celui de 45 puis de 91 à la suite du mur de Berlin. C'est ça que j'essaie d'analyser. Je vous remontre le Nexus qui est toujours en kiosque. Nexus Résister, c'est le numéro 156 qui est toujours en kiosque près de chez vous partout dans le monde. D'ailleurs, et on est vraiment dans des kiosques à l'international et sur nexus.fr si jamais vous ne le trouvez pas près de chez vous. D'ailleurs, celui-là, il a été très très demandé, donc n'hésitez pas à aller sur nexus.fr si vous ne trouvez pas de numéro près de chez vous. Merci à vous deux. Est-ce que on a fait le tour sur ce sujet-là? Bon, on n'a jamais fait le tour, mais c'est ce qu'on a donné les éléments de compréhension les plus importants, je pense. Oui, Patrick, si tu as un dernier petit mot peut-être à dire, peut-être un petit mot d'espoir. Ah oui. Oui, on reste optimiste et puis je vous remercie pour l'invitation. Oui, mais par contre, c'est très important. Faisons quand même. Moi, j'aime bien qu'il y ait quand même des notes, pas que des notes d'espoir, mais qu'est-ce qu'on peut espérer pour demain à l'international. Je sais qu'il y a de plus en plus de personnes des Nations Unies qui s'expriment. Alors d'ailleurs, on n'a pas rappelé que les casques bleus qui sont extrêmement maltraités dans l'est du Congo, notamment par les forces de Paul Kagame, les forces des casques bleus, a priori, montrent des signes de vouloir en général rentrer chez eux ou partir. Ils sont tués. Il y a eu des dizaines de tués parmi les casques bleus. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme recours à court terme ou moyen terme? Je pense qu'il faut. Faut dire que les Nations Unies, le Conseil de sécurité, est à l'image de rapports de force en fait qui existent dans notre monde. Donc, je ne m'attends pas à des sanctions à l'égard du Rwanda, qui a déjà tué 2 chefs d'État sans être inquiété. Donc, il faut une pression populaire de la société civile aussi. Nous sommes à l'ère d'Internet, à l'ère de la globalisation. Je crois qu'avec ce genre d'émission, la pression populaire, il y aura peut-être un changement. Il faut rester optimiste. Et je crois surtout que la responsabilité première de ce qui arrive à la RDC revient aux Congolais. Et c'est aux Congolais de relever d'abord le défi, tout en comptant sur le soutien, l'appui de tous ses amis à travers le monde, ou tous ceux qui, en tout cas, se sentent concernés par ce genre d'événement, par ce genre de situation. Et d'ailleurs, je vous renvoie vers l'ouvrage. Excuse-moi, vas-y. Une petite note positive. Ouais. Ce que j'ai envie de dire, c'est que visiblement, le peuple congolais reste uni, malgré tout. Et ça, c'est quand même une note positive. C'est une note d'espoir pour l'avenir. Et que la conscience sur ces sujets-là, et notamment sur le fait que la France et l'Occident devraient arrêter d'acheter des minerais qui sont pillés de manière complètement illégale dans des pays voisins, ça aussi, c'est une conscience, je pense, qui est en train de monter dans l'opinion publique. Et c'est aussi une note d'espoir. Tout à fait. Et je rappelle le livre de Robert Bourgi, Ils savent que je sais tout, qui a sorti cette année un livre maintenant que Chirac est décédé. Robert Bourgi, qui était l'avocat de Jacques Chirac, un des avocats, et qui était le seul à porter les mallettes, les valises pleines d'argent qui revenaient d'Afrique. C'est Jacques Chirac. C'était aussi l'avocat de Mobutu en passant. Très intéressant, je ne savais pas. Et justement, Jacques Chirac disait c'est le seul qui peut porter les valises parce que Robert Bourgi dit que Jacques Chirac disait ça parce qu'il disait il sait que je suis le seul qui ne met pas la main dans la mallette avant qu'elle arrive au cabinet. Donc c'est très intéressant en général de s'intéresser à ces petites ingérences qu'on peut avoir dans certains pays, parce que si on veut un jour avoir la paix dans le monde, il faut aussi commencer par arrêter d'avoir la main mise sur certains pays, même si c'est le nôtre. Voilà. Merci les amis d'avoir participé encore. Merci au chat dans le live. Désolé pour le petit point qu'on s'est fait tout à l'heure pendant que vous étiez en train de parler. On a fait une rectification, mais après vous avez mis que des commentaires géniaux avec plein d'informations, et c'est ça qu'on veut sur un magazine libre, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir changer le monde, c'est en ayant une information libre et honnête, comme ce qu'on essaye de faire là. Merci, Monsieur Mbeko. À bientôt.